ouais, donc c'est un choix politique qui a engendré une mise en demeure des individus. Et évidemment, d'autres l'ont dit, mais c'est bien aussi de resituer la chose, à savoir que si on réfléchit à ce que c'est que l'obligation d'un individu au quotidien, c'est toujours en relation à une mise en mouvement, un dynamisme. Je me réveille, je vais au travail, j'ai des relations interpersonnelles, j'ai des obligations, des impératifs justement liés à ma fonction, ensuite des impératifs liés à ma famille pour la plupart des individus, administratifs et tout ce que vous voulez comme nécessité pour chaque individu. Et du coup, ça implique l'usage d'une énergie dynamique d'action. Et du coup, ça engendre ce qu'on peut appeler une automatisation finalement de l'énergie psychique dans un rapport finalement essentiellement de mouvement et finalement un recul et une attention à l'action limitée dans le sens où elle est programmée pratiquement par des échéances hyper régularisées. Je ne parle même pas sur une année, évidemment, ce que c'est que l'agenda d'un individu, les vacances bien cadenassées, donc le temps mis à disposition d'une, 2 semaines en fonction des périodes, et qui plus est le week-end aussi, 2 jours, où là on invite l'un, on invite l'autre, où on fait telle ou telle chose. Donc finalement, là, radicalement, ce qui a été comment dire, particulier, c'est d'observer et de devoir assumer plutôt une sorte de modification de l'utilisation de l'énergie. L'énergie, elle s'utilise de point de vue psychique, pardon, et aussi d'un point de vue de la mobilité du mouvement. Et on sait par ailleurs, aujourd'hui, que ce qui est le plus coûteux d'un point de vue énergétique, c'est la pensée. Secondairement, c'est la digestion. Et en troisième lieu, c'est la mise en action. C'est-à-dire que c'est là la hiérarchie finalement du coût énergétique, elle s'effectue de cette façon. C'est-à-dire que la pensée est extrêmement coûteuse. Et qui plus est, une pensée automatisée dans l'action, comme c'est le cas de notre mode de vie, disons qu'elle suit des schémas récurrents préordonnés en fait. Donc, disons voilà, il n'y a pas lieu, par exemple, de s'interroger sur des questions existentielles. Voilà, quand on observe une situation dans les transports en commun, en général, on est à moitié attentif à son téléphone, on joue à un jeu, puis en même temps, voilà, on peut observer les gens qui rentrent dans la rame de métro, et puis il y a a priori qui se crée telle personne, donc il y a une sorte de régularisation pour la plupart des gens, d'a priori préconstruit, et donc de routines qui se créent même, alors même qu'il y a une diversité dans le champ environnant qui pourrait permettre à l'attention, particulièrement, d'extirper dans l'observation des choses pouvant justement stimuler et même procurer une sorte d'émerveillement. Et là, en l'occurrence, la situation a engendré une stagnation, donc l'énergie psychique a été bousculée, dérégularisée, donc il y a eu une impossibilité finalement de pouvoir recourir au plan habituel, et ça me rappelle, moi, une situation connue en psychanalyse. Alors évidemment, quand je dis ça me rappelle, c'est un parallèle, hein, c'est pas du tout une mise en relation formelle. Il y a le cas de figure ce qu'on appelle un self-made man, voilà, aux États-Unis, qui était allé voir donc, le grand psychoanalyste Carl Gustav Jung, parce qu'en fin de parcours, il se trouve que ce type était complètement dépressif, à savoir qu'il avait prévu sa vie de la façon suivante. Je m'évertue à travailler, puis je rejette dans un temps lointain les moments où je bénéficierai pleinement de ce que j'aurais semé. D'accord. Et en l'occurrence, arrivé à la retraite, il avait prévu d'avoir un parc animalier et compagnie. Impossible de pouvoir bénéficier d'une situation rétributive favorable. Je me sens bien, c'est agréable, c'est exactement impossible. Et donc, Jung lui dit, c'est parfaitement normal ce qui vous arrive. Et ce à quoi répond l'individu, mais comment ça? Il dit, vous avez fonctionné par programmation, à savoir que votre psyché va s'acclimater à une ou plusieurs pentes d'écoulement. En l'occurrence, votre pente d'écoulement, elle était unilatérale. Le travail, et je rejette à demain, en fait, le moment où je bénéficierai pleinement de mon investissement. Sauf que vous n'êtes pas un logiciel, ni une machine, qui peut changer le programme à un moment prévu. C'est-à-dire qu'il y a une acclimatation des pentes d'écoulement qui se régularisent. Et en l'occurrence, on avait atteint un point de non-retour, donc on peut plus faire de bifurcation sur une pente d'écoulement autre, à savoir si on dispose sa psyché à pouvoir en partie bénéficier d'une satisfaction quand on lit un bouquin, quand on regarde un film, quand on fait du sport, quand on travaille, quand on produit quelque chose, ou quand on parle avec quelqu'un. Et cette possibilité de démultiplier les pentes d'écoulement qui vont satisfaire l'esprit doit être mise en place très tôt. On ne peut pas avoir une pente d'écoulement unilatérale et ensuite décider d'un coup d'un seul, au bout de 20-30 ans, de répartir ça dans plusieurs finalement cheminements possibles, plusieurs finalement satisfactions possibles, notamment du point de vue psychologique.
Et donc ce monsieur s'est vu être complètement dépressif à cet âge-là. Il a atteint un point de non-retour et évidemment il y a une lente comment dire, décrépitude qui a conduit inévitablement à la mort. Et donc cette situation peut nous amener à réfléchir sur un tel phénomène, à savoir, la plupart des gens se dispensent de penser le sens du monde. Alors je parle d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire d'un point de vue de la légitimité des choix étatiques qui sont faits, des choix idéologiques mis en place quant à la raison pour laquelle on se met tous en activité, en action pour produire, en vue de quel objectif. D'accord. Ça m'amène aussi à signifier une chose, c'est que, comme le dit très bien Étienne Klein, donc le philosophe des sciences, il se trouve que nos prédécesseurs, nos parents en particulier, voyaient finalement le temps, enfin plutôt le progrès comme étant un moyen par lequel on pouvait envisager l'avenir de façon favorable, avec en ligne de mire l'an 2000. L'an 2000 était finalement un moment qui justifiait pleinement l'investissement d'un travail parce qu'il y avait une perspective à moyen et long terme qui était, semble-t-il, satisfaisante. Donc c'était un temps qui était, comme le dit très bien Étienne Klein, complice de l'activité humaine. Donc donc il y avait une confiance relative. Et dans le mot progrès est contenue une dimension morale. Le progrès est à la fois une ambition collective d'amélioration, mais aussi qui contient favorablement une dimension morale qui justifie pleinement l'adhésion à cette notion de progrès. Et depuis quelque temps, dans le discours politique, ce mot s'est vu être modifié ou changé plutôt par le mot innovation. L'innovation, comme le dit, je le répète, Étienne Klein, c'est plutôt une notion qui doit combattre l'aspect corrupteur du temps. Le temps est corrupteur, il faut vite innover, sans quoi on risquerait d'être mis à mal. Et donc, la projection dans le futur, donc c'est un futur qui est laissé en jachère intellectuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus imaginer qu'il y ait une perspective qui puisse rassembler et fédérer de façon presque unanime la collectivité. Et à partir de là, on est renvoyé à un moment présent qui peut être apeurant et qui peut susciter peut-être un désarroi, une crainte. Mais, voilà, comme le dit de façon pertinente Hölderlin, là où croit le péril, croit également ce qui sauve. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où l'homme est assigné à résidence et qu'il est sommé lui-même finalement de réfléchir et d'utiliser l'énergie psychique à disposition sur finalement la raison pour laquelle il agit, la raison pour laquelle il travaille, la raison pour laquelle il envisage de structurer une famille, est aujourd'hui non plus une option mais une nécessité, et c'est l'aspect favorable qui peut découler de la situation. Et ça me rappelle cette situation-là, ça me rappelle à ce qu'avait placardé avant la Révolution Robespierre, et placardé une phrase pour essayer d'éveiller ses concitoyens. Et déjà à l'époque, donc on parle de ça il y a plus de 200 ans, il avait dit que l'homme est aujourd'hui réduit par l'indigence à ce dernier degré d'avilissement, où uniquement occupé de survivre, il est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Et donc cette phrase fait écho aujourd'hui, sauf qu'il y avait une indisposition à une action authentique compte tenu du fait que les conditions étaient quand même bien moins favorables et que la priorité est bien plus liée à l'alimentaire, ce qui est pas vraiment le cas aujourd'hui, bien qu'il y ait des défaillances du point de vue du ravitaillement de l'économie. Mais voilà, cette citation, pour moi, elle prend tout sens aujourd'hui parce que le confinement peut nous permettre justement de réfléchir aux causes de notre misère et aux droits que la nature nous a donnés. C'est en ce sens qu'elle est intéressante. Et il ne peut pas avoir d'action intelligente, pertinente et productive sans une réflexion préalable profonde. Et si on pousse la question, pour revenir à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la légitimité de nos élites, des choix qui sont mis en place pour nous proposer un modèle auquel on doit adhérer pour produire, si on pousse cette question, non pas d'un point de vue causal, mais dans une cause supérieure, ça veut dire que ces questions-là doivent éveiller des questions existentielles, et pas des questions seulement structurelles. C'est-à-dire que si le futur est incertain, il est temps de se poser la question du sens du temps, du sens de la vie, de ce pourquoi nous agissons. La production est un moyen par lequel on passe pour améliorer le confort, mais le confort matériel n'est pas une finalité en soi, c'est un point d'appui qui nous permet d'envisager le confort psychique. Donc, le bonheur est un sentiment, il n'est pas, une observation quantitative de choses qui nous donne une valeur rétributive forte. J'ai, donc je suis. Donc je pense qu'on passe évidemment d'une civilisation de la productivité qui induisait symboliquement une valeur forte. Je possède quantitativement des choses, donc
j'ai une valeur, à une civilisation qui est propulsée vers l'idée de se centrer sur la réalité des valeurs humaines et donc du sens même de notre existence par les rapports interpersonnels, par l'amour. On y revient toujours, ça paraît caricatural que de l'évoquer, mais je crois vraiment à cette idée véhiculée par des grands penseurs, à l'image de Bergson, qui disait, j'ai plus la citation en tête, mais qui disait que finalement l'humanité est gémie à demi écrasée sous le poids finalement de sa propre production, et elle ne sait pas encore que c'est après finalement s'être sortie de cette situation qu'elle pourra enfin arrêter de regarder à terre et contempler les étoiles. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que si la production s'automatise, si le système finalement économique tel qu'il est mis en place par le biais productiviste, et ses différents secteurs, tertiaire, secondaire et primaire évidemment, ne peut plus être, procurer une satisfaction, un équilibre et nous permettre de naviguer à vue, c'est que nécessairement il y a tout un paradigme à revoir. Et je crois que l'idée aujourd'hui de la production va céder la place à l'intériorisation, c'est-à-dire à l'équilibre psychique qui nous permet d'apprécier tout ce que l'épopée, on va dire, productiviste capitaliste nous a permis d'avoir comme bénéfice. Je veux bien qu'habiter une belle maison avec des beaux meubles et une belle voiture soit satisfaisant, mais si on se nourrit seulement de ça, on va rentrer dans un rapport de transgression, il faudra toujours une plus grande maison, il faudra toujours une plus grande voiture, une plus belle voiture, et c'est toujours voilà, la fameuse passoire de Platon, quoi, ou le tonneau des Danaïdes finalement, ça s'arrête jamais. Alors que si on utilise vraiment les bienfaits produits par la société capitaliste, à savoir le confort, pour ensuite envisager l'amélioration du confort intérieur qui nous permet justement de justifier pleinement ces périodes d'asservissement que nos parents ont dû subir, alors là on répondra favorablement à l'évolution, à mon avis, qui est en cours, qui est une évolution d'ordre psychique. Moi je reviens là, pour préciser mon propos, à la vision du grand Teilhard Chardin qui disait que finalement l'évolution est double. L'évolution est à la fois, il nomme ça la loi de centro-complexité. Alors le terme est un peu barbare, mais je vais le préciser, il prendra sens. Il y a une évolution en nous qui semble-t-il passive, biologique. Donc on est aussi la résultante d'un processus d'évolution qui nous permet d'avoir un corps, d'avoir des molécules, d'avoir toute une organisation corpusculaire, moléculaire, qui est appropriée aux circonstances environnementales de notre temps présent. Donc c'est une évolution passive, dont on hérite à la naissance. Il y a l'évolution qui serait active, donc de centréité, comme il le dit, qui consiste à trouver un centre de conscience réelle, c'est-à-dire le centre de notre valeur individuelle, et qui consiste à dire que finalement l'évolution est par prolongement psychique. À savoir qu'il suffit d'observer la moralisation finalement de l'humanité au cours de l'histoire. On est passé on peut parler d'hominisation, l'homme, l'homo sapiens, qui sort finalement d'une chronologie avec les Pithecanthropes, Néandertal, et qui arrive à se lever, enfin, produire, créer une civilisation. Donc on passe de l'hominisation à l'humanisation, c'est-à-dire les fameuses humanités, les droits de l'homme, cette idée que la morale doit prévaloir sur toute autre finalement question humaine, et c'est la morale, l'intégrité, le droit de bénéficier pleinement finalement d'une liberté et de nos propres choix, qui finalement progresse dans l'histoire au regard finalement des différents acquis sociaux qui sont celles qu'on a pu observer au cours des 500 dernières années, de façon plus concrète. Et donc l'évolution est psychique et elle est active. C'est-à-dire que quand elle est biologique, elle est passive, et quand elle est psychique, elle est active, pour chercher un centre d'unanimité commune qui nous donne l'envie d'agir pleinement pour un futur qui sera favorable par rapport aux limitations toujours d'hier. Et là, on rentre chez Bergson, et Bergson, lorsqu'il évoque ce qu'il appelle la morale fermée, la morale ouverte, là c'est passionnant, il dit voilà, il y a une morale fermée qui est une morale propulsive. Alors on peut tous la sentir en nous, à savoir que quand on n'a pas de travail, pour chacun, il y a cette idée qu'on doit absolument s'introduire dans la vie active pour finalement, un peu comme des fourmilières, correspondre au travail individuel qui répond aux besoins du collectif. Et donc on a une pression en nous qui nous pousse à être moral, ne serait-ce que dans la volonté d'agir et de s'intégrer socialement. Donc ça, c'est la propulsion, donc c'est ce qu'on appelle la morale fermée. Et il y a une morale qui est plutôt attractive, qui est celle de certains individus, donc dans l'histoire, qui considèrent que la situation actuelle n'est pas assez morale. Alors évidemment, on peut parler des religions ou des grands personnages tels que Jésus-Christ, qui lui vraiment propulse la morale à un degré supérieur. C'est vraiment là ce que Teilhard appelle dire le point oméga, le point de propulsion finalement de l'idée que Dieu est en nous et que la morale doit prévaloir sur toute autre situation et tout autre principe de hiérarchisation des valeurs. Et à partir de là, on a aussi d'autres phénomènes. On peut penser au XXe siècle
aux droits civiques aux États-Unis, par exemple, Malcolm X, Martin Luther, et à tout autre type de droit qu'on a pu voir, c'est une morale là d'attraction. Donc c'est plus une morale de nécessité qui nous pousse par une impulsion à nous insérer dans un système de normes et de travail, mais par attraction qui nous pousse à devoir améliorer une condition humaine qui, semble-t-il, n'est pas encore à la hauteur du potentiel qui est mis en nous à la base. Donc voilà pourquoi on peut considérer que cette situation, pour revenir au départ, peut nous permettre d'entreprendre l'analyse et l'approfondissement de ces phénomènes-là et finalement de ces questions existentielles contenues en chacun de nous, indépendamment de la culture dont on dispose, des outils intellectuels qu'on a à disposition. Penser le sens de la vie en regardant ses enfants et en pensant à l'avenir qu'il leur est promis ou qu'ils peuvent éventuellement subir est déjà un moyen par lequel on se connecte à toutes les questions que je viens d'énumérer successivement en passant par un éclairage de différents grands auteurs, philosophes et autres. Voilà ce que je pense du confinement et de sa grande utilité.